Bonjour, en direct du siège d'IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France, c'est l'organe représentatif reconnu d'utilité publique depuis 1860 du corps professionnel français des ingénieurs, 800 000 ingénieurs et 200 000 chercheurs en sciences. Alors, cette conférence autour du MOOC, cours en ligne sur l'intelligence économique, eh bien, cette conférence, elle s'inscrit dans un cycle que j'ai souhaité consacrer à l'intelligence économique dans le cadre des entretiens économiques d'IESF que j'ai fondés et que j'anime. 16 événements depuis juin 2021. Alors, la précédente conférence sur l'intelligence économique a eu lieu le 17 mars 2022 à Sciences Po. Le titre, c'était « Nouveaux enjeux de guerre économique » autour de la proposition de loi sénatoriale du 25 mars 2021 qui porte création d'un programme national d'intelligence économique. Nous étions 6 intervenants, avec notamment Madame Lindemann, qui était à l'initiative de cette proposition de loi. Il y avait également un député Renaissance, 2 hauts fonctionnaires et le président de l'Académie d'intelligence économique, Philippe Clerc, qui est dans le public aujourd'hui, et puis moi-même. Alors, la 3e conférence, elle aura lieu en janvier. C'est une norme ISO pour le management de l'intelligence économique. Alors, cette conférence d'aujourd'hui, elle se fait avec IESF, évidemment, et en partenariat avec UNIT. Alors, UNIT, c'est quoi? La fondation UNIT, elle a été créée en 2009 par Gilbert Touzeau, qui nous écoute aujourd'hui et qui est à Annecy. Gilbert Touzeau, c'est un ingénieur et ancien guide de haute montagne. Et à l'initiative des grandes écoles et d'universités et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors en fait, qu'est-ce que fait UNIT? Bien, cette fondation, elle accompagne la transformation numérique de la société et nous avons Vincent Bayvert, qui est le délégué général très dynamique d'UNIT et qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation technique de cette conférence et puis il y en aura des suivantes. Alors, notre réunion, elle est également annoncée par Sciences Po Paris Alumni, parce qu'en fait, je suis également président d'un groupe professionnel élu à Sciences Po. Alors, avec ce MOOC, le comité intelligence économique, dignement représenté ici par Jean Gourceau, d'IESF, eh bien, en fait, il a réalisé un travail remarquable. Donc, aujourd'hui, je suis bien entouré avec Jean Gourceau et Bernard Besson. Alors, Jean Gourceau, il est ingénieur de l'école navale, il est vice-amiral, il a passé 38 ans dans la marine, il a alterné les affectations embarquées, dont 3 commandements à la mer, et les postes en état-major, marine ou interarmée. Il a notamment passé plusieurs années à la direction du renseignement militaire, dont il a été directeur adjoint. Et puis, après sa carrière militaire, il a été 5 ans. Oui, je disais que Bernard est contrôleur général de la sécurité intérieure, c'est l'ex-renseignements généraux et la DST, Direction de la surveillance du territoire. Et de 98 à 2004, il a dirigé la police des courses et des jeux au ministère de l'Intérieur. Et de 2004 à 2009, il a été chargé de mission auprès d'Alain Juillet, haut responsable pour l'intelligence économique, et puis délégué interministériel. Alors, il est auteur de 11 ouvrages techniques et de 20 romans historiques. Voilà, donc vous êtes en bonne main avec les 2 personnes qui ont bien voulu venir à mes côtés pour cette réunion. Et tout le travail qu'ils ont fait, c'est eux, c'est le MOOC. On va en parler, enfin, ils vont en parler. Moi, je voudrais faire une introduction beaucoup plus globale sur la notion d'intelligence économique. Alors, je considère que l'évolution de la mondialisation et les transformations de l'économie numérique, elles bouleversent les chaînes de valeur traditionnelles. Le modèle sans usine et la vision d'une économie essentiellement de services montrent leurs limites. La réindustrialisation et la relocalisation, elles font partie maintenant des attentes des citoyens, elles occupent une partie du discours politique, et puis en fait, c'est au monde de l'entreprise, et en particulier les ingénieurs, de réussir cette transformation. La crise sanitaire de mars 2020, puis le conflit ukrainien depuis février 2022, eh bien, en fait, elles ont fragilisé nos chaînes d'approvisionnement et elles mettent en lumière nos nombreuses dépendances. On nous dit, tiens,
même du paracétamol, on est dépendant de l'étranger. Alors, on parle de souveraineté économique. À titre indicatif, le titre de Bruno Le Maire, du ministre, c'est ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Alors, l'objectif de souveraineté économique, à mon avis, ne doit pas être perçu comme une volonté de repli nationaliste, mais comme une capacité retrouvée d'autonomie au service de la France et de l'Europe, en tenant compte précisément des soubresauts de cette Europe. Et je pense que le mot est pudique. L'enjeu principal, c'est l'anticipation et l'adaptation de nos économies à toutes ces mutations. Et donc, en particulier, la résilience stratégique de l'économie française. Alors, des crises, vous êtes bien témoins, crise économique, crise sociale, crise financière, crise sanitaire, crise militaire. Est-ce que ce sont des crises ou est-ce que ce n'est pas plutôt un vide stratégique? Eh bien, justement, l'intelligence économique est plus que jamais indispensable pour relever ces défis et pour réussir. C'est beaucoup plus qu'un concept. C'est une grille de lecture qui est innovante et pour comprendre le monde contemporain. C'est une doctrine, l'intelligence économique, qui combine les apports des mondes de l'économie, des mondes de l'information, des mondes de la stratégie et des mondes du renseignement. Alors, les enjeux qu'elle recouvre, cette intelligence économique, qui sont globaux, elle associe savoir et pouvoir avec un objectif de réussite. Donc, en fait, l'intelligence économique, c'est une discipline qui oblige à penser en homme d'action et à agir en homme de pensée. Alors, qu'est-ce que c'est la souveraineté européenne? Alors, je crois que répondre à cette question, c'est appréhender toute la difficulté, en particulier pour nous, pour la France, de trouver le bon périmètre d'action. Alors, est-ce qu'on doit parler de souveraineté européenne? À mon avis, non. Pour une raison simple, c'est que l'Europe n'est pas une nation. Et même s'il y a de plus en plus un transfert de compétences qui est très fort dans beaucoup de domaines vers l'Europe, de la France vers l'Europe. Alors, et les autres pays aussi. Et la France, en tant qu'État-nation, elle reste souveraine de plein droit par la loi. Alors donc, personnellement, moi je préfère le terme d'autonomie stratégique. Parce que précisément, ça évite peut-être les faux débats autour d'une forme de protectionnisme qui est complètement nationaliste et qui serait mortifère. Mortifère pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le champ technologique, on est parfaitement interdépendant, excusez-moi, au contraire, on est parfaitement interdépendant, pour ne pas dire totalement dépendant ou très grandement dépendant des États-Unis. Et donc, par ailleurs, il y a un enjeu géopolitique qui est celui de la guerre technologique actuelle entre les États-Unis et la Chine. Alors, j'en veux pour preuve, mais vous le savez par cœur, tout ce qui est en train de se jouer actuellement autour des semi-conducteurs, mais pas que. Et pourquoi est-ce que je préfère le terme d'autonomie stratégique? Parce que précisément, il permet d'appréhender théoriquement la latitude et les marges de manœuvre. Et pourquoi? Non pas pour être, je répète, autarcique, c'est une utopie totalement illusoire, absolument impossible à atteindre en l'état de notre tissu industriel et militaro-industriel actuel. Parce que l'industrie militaire et civile dans la technologie et la technologie sont complètement imbriquées. Et l'enjeu derrière est de tenir un rapport de force et peut-être éventuellement de le gagner. Et c'est en cela que le sujet est fondamentalement industriel. Il va falloir que l'on repense, mais littéralement, de fond en comble, notre stratégie industrielle. Et je crois que cette émission, enfin cette conférence aujourd'hui, au siège du ESF, le siège du ESF, c'est un lieu particulièrement adapté pour prononcer ces mots. Alors, beaucoup de choses ont déjà été pensées sur le sujet, il faut quand même le reconnaître. Et 2019, l'arrivée de Thierry Breton a été un changement de doctrine majeur au niveau de la Commission européenne. Parce que jusque-là, en fait, on avait pour vision de l'Europe un marché de consommateurs libre et libéral, avec donc énormément de failles et de faiblesses dans la compréhension du sujet. Parce que, précisément, il n'y avait pas les enjeux de réciprocité, parce que, précisément,
on n'avait pas les outils de réponse à la coercition économique et des États-Unis et de la Chine. Je rappelle que la coercition, c'est le fait de contraindre. Alors, nous étions en guerre économique. Alors, ce n'est pas nouveau. On l'a toujours été, avec plus ou moins d'intensité. Et en fait, maintenant, nous rentrons en économie de guerre. Les propos ne sont pas de moi. Même le président Macron, au mois de septembre, l'a indiqué dans une conférence. Alors d'abord, l'économie de guerre, c'est le conflit Russie-Ukraine avec les problèmes d'approvisionnement et avec les problèmes de sanctions économiques et l'effet boomerang aussi de ces sanctions pour les pays européens. Mais il y a beaucoup plus global et il y a beaucoup plus puissant. Eh bien, ce qui est plus global et puissant, c'est une nouvelle forme de guerre, c'est une guerre technologique. Alors, vous l'avez remarqué, il y a eu relativement récemment, il y a quelques semaines, un espèce de Pearl Harbor quand les États-Unis, juste avant le 20e congrès du Parti communiste chinois, quand ils ont décidé de couper de manière arbitraire la technologie dans 3 domaines clés que sont les semi-conducteurs de haute technologie, l'intelligence artificielle et le quantique. Et cette guerre, à mon sens, elle va durer 1 décennie, 2 décennies. Alors, quand on réfléchit bien, pour faire la guerre, il faut que les 2 camps pensent qu'ils vont la gagner. Et les 2 camps pensent qu'ils vont la gagner. Alors les Chinois, ils se disent, les États-Unis veulent nous couper la tête, mais c'est pas du tout un problème, parce qu'en 5 à 10 ans, on va les rattraper. Donc les Chinois, en fait, ils ont une vision assez linéaire du temps technologique. Et puis les Américains, ils se basent sur une autre réflexion. On connaît tous des fondateurs de start-up technologiques qui disent, en fait, une année tech, c'est comme une année chien. Ça dure 7 ans. Et le temps de la tech, il est exponentiel. Donc, quand vous avez 5 ans d'avance, en fait, à vue de nez, vous avez 50 ans d'avance en technologie. Alors donc, les mesures que prennent les États-Unis, c'est de s'assurer qu'en coupant aujourd'hui l'accès de la haute technologie à la Chine, autant que faire se peut, eux, les États-Unis, ils vont maintenir en permanence leurs 5 ans d'avance, qui sont en fait 50 ans. Je simplifie à l'extrême. Alors donc, on disait, nous sommes dans l'économie de guerre, on le sent bien. Alors, c'est quoi l'économie de guerre? Alors, en économie de paix, l'économie, elle est tirée par la demande. On essaie de trouver de la demande, on essaie de trouver des consommateurs. Et en économie de guerre, on est tiré pas du tout par la demande, mais on est tiré par l'offre. Et plus exactement, par la pénurie d'offres. Et que fait la Chine actuellement? Eh bien, le président chinois, en raison du Covid, il enferme sa population. Alors, il y a des résistances. Je suis plutôt pessimiste, mais au moins, il y a une réaction. Alors, est-ce qu'on s'oriente vers un nouveau Tiananmen? Nous verrons. Mais dans les faits qui nous intéressent aujourd'hui, on constate qu'on a 200 millions de Chinois qui sont plus ou moins confinés. Eh bien, quand ils sont chez eux, ils ne consomment pas. Et ceux qui sont confinés dans leurs usines, ils travaillent 7 jours sur 7, ils ne consomment pas, donc pas d'importation, ils produisent comme des fous et ils exportent. Alors j'ai cru comprendre récemment qu'en France, on se réjouissait que notre consommation de gaz soit en baisse de 10% par rapport à l'an dernier. Alors donc en fait, dans les faits, on ferme les usines pour que je sois à 19 degrés chez moi. Ça, c'est de l'économie de paix. Ce n'est pas de l'économie de guerre. Ce qui est intéressant, c'est que les indicateurs de performance, qu'on appelle les KPI, ils changent complètement. Parce que, je l'ai dit, ce qui compte, ce n'est plus la demande, c'est l'offre. Et quand on regarde la Chine, aujourd'hui, les taux de croissance qu'on a connus du PIB, du produit intérieur brut, c'était 10%, puis 5%. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire du plus 2, plus 3. Donc, leur économie a ralenti. Alors, on se dit, bonne nouvelle pour nous, pour les autres, pour les Européens en particulier. En fait, le PIB, c'est un critère de l'économie de paix. Ce n'est pas le critère d'aujourd'hui. Le critère dans une économie de guerre, ça revient à se poser la question, quelle est ma dépendance par rapport au reste du monde et quelle est la dépendance en particulier de l'Europe par rapport au reste du monde, à comparer à la dépendance du reste du monde par rapport à l'Europe. Alors, du point de vue macroéconomique, il y a un critère simple et essentiel.
c'est la balance commerciale. Aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine, le surplus, il est de l'ordre de 100 milliards de dollars par mois. En gros, 1000 milliards de dollars par an, qui est un chiffre absolument démentiel. Alors, le président chinois, il peut se tourner vers son congrès en disant, ben oui, vous avez l'impression que ça ralentit, mais ce n'est pas le sujet. Parce que la réalité, si on compare à l'année précédente, la Chine est beaucoup moins dépendante du reste du monde et le reste du monde est beaucoup plus dépendant de la Chine. Et naturellement, ça concerne aussi l'Europe. Et à commencer par la France, puisque vous connaissez la performance de notre balance commerciale, 100 milliards d'euros de déficit commercial. Il ne faut quand même pas oublier aussi que la planification énergétique et la planification industrielle, elles sont indissociables. La France, avec sa filière nucléaire, a davantage apporté à la préservation du climat que les autres pays du G7 et même de l'Union européenne. Mais à l'inverse, la désindustrialisation, elle se traduit par l'importation de produits fortement carbonés. Cette économie de guerre fait que l'on doit complètement repenser la manière dont nous devons agir. Malraux disait de la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Eh bien, la souveraineté, c'est exactement la même chose. Nous nous comportons comme des héritiers de la souveraineté, alors qu'en fait, il faut qu'on reparte à la conquête de notre souveraineté. La souveraineté, c'est pas 50 milliards de dollars, 50 milliards d'euros qui vient de l'État en disant le problème est résolu. Ça, c'est une perte de souveraineté parce que notre dette augmente. C'est ça l'apprentissage de l'économie de guerre. En fait, la souveraineté, c'est la performance. Je pense à Carlos Tavares, qui a été le président de PSA. Il a sauvé PSA de la faillite. À l'époque, il disait « Seule la performance protège ». Donc, c'est ça le vrai message. Ça sert à rien de parler de souveraineté si on ne dit pas comment on va essayer de retrouver notre performance. Et on ne retrouvera notre souveraineté que par la déglobalisation. Je n'y crois pas à la déglobalisation, parce que notre structure de coûts, elle est beaucoup trop élevée. Alors oui, ça peut s'appliquer à un certain nombre d'activités, mais que sur des activités véritablement stratégiques. Alors je préfère parler d'interdépendance, de mieux renégocier notre interdépendance par une reglobalisation. Et par rapport à la Chine, on ne peut pas déglobaliser. Je vais vous prendre un exemple qui est tout à fait parlant. Aujourd'hui, c'est Apple. Aujourd'hui, 95% des iPhones, des iPads, des ordinateurs sont fabriqués en Chine. Et en 2025, ils seront à 75%. Alors, de manière marginale, quand on passe de 95 à 75% en 3-4 ans, ça veut dire que toute la production incrémentale, marginale, elle sera en dehors de la Chine. Je rappelle qu'une innovation incrémentale, améliore un produit ou un service et un procédé de production. C'est de l'innovation. J'étais au Mondial de l'automobile il y a quelques semaines et j'ai rencontré la société Foxconn. Elle représente l'emblème de la remise en question du principe de l'atelier du monde en Chine depuis 40 ans. Foxconn a un objectif extrêmement ambitieux dans la voiture électrique. 10% de part de marché mondial d'ici 2027-2028. Avec un châssis américain, une batterie électrique sud-coréenne, un design italien, Pininfarina, et Foxconn assemble. Et il le fait dans 3 usines. Une à Taïwan, une en Thaïlande, une aux États-Unis. Donc, la Chine est absente dans l'équation. Et le représentant de l'atelier du monde du bloc asiatique nous dit « Voilà mon nouveau business ». Alors, il y a un proverbe qui dit « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ». Donc, nous, Français et Européens, je pense qu'on n'est pas foutus. Et on ne risque pas vraiment d'être foutus quand on fait un tour du monde et qu'on voit la situation en Iran, à l'origine des femmes iraniennes qui lancent cette révolution, et ça suit quand même. Quand on voit, et j'ironise bien sûr, la performance de l'armée rouge, quand on voit qu'ils se sont lancés, Poutine s'est lancé dans une guerre totalement archaïque,
Quand on voit les Turcs livrer des drones à l'Ukraine le matin et acheter du pétrole russe l'après-midi, et quand on voit la Chine avoir non seulement une crise sociale, mais également une crise immobilière qui est à peu près 2 fois la taille de la crise des subprimes mondiales. Donc, si on n'est pas trop stupide, on dit oui, nous sommes dépendants de la Chine, bien évidemment, mais arrêtons l'autoflagellation. Les 150 produits clés stratégiques sur lesquels on est effectivement dépendant de la Chine, pour plus de 50% de nos approvisionnements, en valeur, ils représentent 5% de nos importations chinoises. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas cesser d'être un peu naïf et de négocier l'impact sur les 84% si les Chinois commencent à jouer sur les 5%? Donc, il faut que tout le monde se réinvente. Et on est aujourd'hui en train de parler d'intelligence économique. On est là pour ça et on va descendre dans le détail de l'œuvre remarquable qu'a réussi le comité sur le MOOC. En fait, il faut se poser la question dans le domaine de l'intelligence économique, comment gagner? Moi, je pense qu'il faut tuer, couper les silos. J'ai une certaine expérience du sujet, donc dans le domaine de l'intelligence économique. Le silo que j'ai pu constater dans les 20 dernières années, c'est le business d'un côté et la géopolitique de l'autre. Le monde du business, en fait, simplifie, il nous dit « je n'ai pas besoin de géopolitique ». Et les géopoliticiens de Sciences Po et autres disent « nos problèmes sont tellement complexes par rapport à vos petits problèmes opérationnels du business, c'est nous qui sommes les super intelligents ». Alors, qu'est-ce qui va gagner? Des gens qui vont pratiquer une intelligence économique dans les prochaines années. Je crois que ce sont ceux qui vont réussir à casser ce silo et à marier le monde du business et le monde de la géopolitique. Jusqu'à présent, l'intelligence économique, c'est certains universitaires qui la théorisent. C'est la politique, c'est les politiques qui la méconnaissent, voire qui la craignent et qui parfois la freinent. Et ceux qui doivent la pratiquer, ce sont les chefs d'entreprise. Ce sont les cadres dirigeants des différents groupes. Et ce MOOC, cours en ligne, il a pour objectif de les sensibiliser, de leur donner une méthode et de les y aider. J'ajoute qu'il faut aussi avoir conscience que les limites, puisqu'on cible aussi sur la PME et PMI, eh bien, en fait, les limites, c'est aussi celle du dirigeant. On entend, ça ne marchera pas, c'est moi, ce n'est pas pareil, ce qui compte, c'est le concret, on a toujours fonctionné comme ça. Je ne crois pas, et je crois qu'il faut sensibiliser au sujet. Un exemple, outre le fait qu'il y a eu un problème stratégique énorme, peu de gens le savent, mais j'ai appris récemment que le coup de grâce qui a tué Camaïeu, en plus, c'est une attaque cyber. Donc, la troisième révolution industrielle de 80, elle a eu lieu. Ses principes et son socle, ils sont en place. L'intrant, je le rappelle, de cette troisième révolution industrielle, c'est la donnée, c'est la data. Donc, il faut apprendre à s'y mouvoir et considérer que la méthodologie de l'intelligence économique, elle s'adapte et elle doit tenir compte de ce nouveau modèle économique. En France, l'élite politique et médiatique appréhendent encore assez mal ce concept d'intelligence économique. Et en France, les ingénieurs sont trop peu représentés dans cette élite politique et médiatique. Et c'est anormal, injuste et très regrettable. Donc, je crois que le seul moyen de répondre aux défis économiques et sociaux contemporains, c'est de comprendre les opportunités et les menaces de ce nouveau modèle économique que j'appelle de l'informatique anthropologique. Et la formation mathématique, scientifique et informatique des ingénieurs est indispensable pour apprendre à se mouvoir dans ce nouveau paradigme. Je vous remercie et je passe la parole à Jean Gourceau. Merci Christophe, là, une entrée en matière extrêmement roborative.
Et du coup, derrière, il a presque tout dit. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu du MOOC et comment l'idée nous est venue, comment est-ce que on en est arrivé là. Et puis, je laisserai ensuite à notre expert Bernard Besson le soin de parler un peu plus de l'intelligence économique proprement dit. Comment est-ce que on la conçoit, comment est-ce qu'on souhaite la présenter. Bon, très rapidement, l'intelligence économique, je vais enfoncer quelques portes ouvertes pour c'est la maîtrise et la protection de l'information stratégique pour tout acteur économique, même au-delà d'acteurs économiques, dans toute organisation. Elle a comme finalité la compétitivité du tissu industriel, la sécurité de l'économie des entreprises et puis le renforcement de l'influence de l'entreprise ou du pays. C'est parallèlement une politique publique et une démarche d'entreprise. On s'intéresse peut-être un peu plus, nous, au ras de terre, donc à la politique d'entreprise, mais l'intelligence économique, c'est effectivement une politique publique. Et elle s'inscrit dans le contexte de la mondialisation, comme l'a extrêmement bien démontré Christophe. Donc, alors, ça aide à comprendre, analyser, anticiper les mutations. Pourquoi ce MOOC? Parce qu'on a fait un constat depuis plusieurs années. D'abord, qui sommes-nous? Le comité intelligence économique, c'est une quinzaine de personnalités d'horizons divers. Vous voyez, moi, je viens du monde militaire, mais d'autres viennent du monde de l'économie, de l'assurance. Enfin, voilà, on est une quinzaine d'experts et qui réfléchissons sur l'apport de l'intelligence économique à l'ensemble des activités d'entreprise, avec une volonté pédagogique, parce que on se rend compte que au sein de nos entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, il n'y a pas forcément toujours le savoir-faire, la connaissance de ce que cette intelligence économique peut apporter à tout un chacun. Et je dirais même plus que la prise de conscience en France de l'intérêt et de l'importance de l'intelligence économique pour favoriser la prise de décision et soutenir la compétitivité, ça a été assez tardif. Et au fond, ça a 25 ans, 30 ans peut-être. Hein, c'est le rapport Martre qui a été le premier à mettre de façon évidente sur la table ce problème, alors que les anglo-saxons le faisaient déjà depuis 50, 60, 80 ans. Et finalement, cette intelligence économique ne s'est vue reconnaître ses lettres de noblesse que depuis à peine 25 ans. Et une grande partie des cadres dirigeants et des cadres d'entreprise, en particulier donc au sein des entreprises petites et moyennes, n'ont pas encore toujours intégré dans leur pratique quotidienne ces principes, ces organisations, ces méthodes qui nous paraissent les plus efficaces, qui sont même reconnus par tous comme les plus efficaces dans ce domaine. En plus, dans l'imaginaire collectif, je dirais, tel que souvent les médias nous le présentent, cette intelligence économique est trop souvent rapportée à son seul volet défensif. Alors, c'est pas moi, ancien directeur de la sûreté d'un groupe industriel, qui vais contester cette importance de la sécurité et de la sûreté en matière d'intelligence économique, mais mon expérience précédente de renseignement militaire me fait bien prendre conscience que ça n'est qu'un volet, très important certes, mais ça n'est qu'un volet de l'intelligence économique et ces autres volets d'orientation des besoins, en information compétitive, de collecte, de traitement des informations, de l'information utile, de diffusion adaptée de cette information traitée aux bonnes personnes au bon moment et sous la bonne forme. Tout ça, c'est des choses absolument essentielles pour bien maîtriser cette information stratégique nécessaire à la bonne prise de décision. De surcroît, la formation est encore limitée et ne fait toujours pas partie, de façon suffisante en tout cas, du tronc commun des outils de base du management des entreprises. Les enseignants en intelligence économique sont en nombre notamment insuffisant et cette discipline reste encore considérée comme réservée à des experts. Alors voilà, c'est un peu ce constat qui nous a fait prendre conscience d'un besoin pédagogique important. Alors, on n'a pas fait ce constat récemment et pendant plusieurs
plusieurs années avec les camarades du comité intelligence économique et stratégique. On a essayé de différentes méthodes pour promouvoir cette intelligence économique sous forme de séminaires, de dossiers de presse, de dossiers diffusés le plus largement possible. Et puis, on s'est rendu compte que si on voulait attaquer ou toucher le plus grand nombre, il fallait des outils un peu modernes, d'où l'idée, il y a quelques années, de démarrer un MOOC, un Massive Online Open Course, pour pouvoir facilement et chacun à son rythme sensibiliser, voire plus, tous les acteurs de l'entreprise. Alors voilà, donc c'est ça l'idée de base du MOOC. Alors qui visons-nous? Qui visons-nous dans ce MOOC? Le point focal, c'est le cadre d'entreprise, et pas forcément le cadre technique, l'ordre technique, les ingénieurs, mais l'ensemble des cadres, puisque au sein des entreprises, et je crois que Bernard vous le démontrera, et en tout cas c'est le but de notre MOOC, c'est que tout membre de l'entreprise, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, quelle que soit sa place dans l'outil de production, est un acteur potentiel de l'intelligence économique. Il faut qu'ils en aient tous conscience. Et donc, que ce soit les cadres de l'ordre technique, que ce soit les cadres financiers, commerciaux, administratifs, tous ont un rôle important. Les cadres, c'est vrai pour l'ensemble des personnels, mais bon, il faut viser un point. Donc, nous visons d'abord les cadres, quitte à pouvoir aller plus bas, et donc en particulier les futurs cadres que sont tous les étudiants, tous les étudiants des écoles d'ingénieurs, mais également les étudiants des universités, quelles que soient les branches dans lesquelles ils travaillent. Et je me souviens qu'il y a quelques années, on était allé porter la bonne parole à l'école doctorale de Corté, où c'était autant des historiens et des littéraires, mais qui, eux, évidemment, ont été très intéressés de découvrir que l'intelligence économique, ça les concernait aussi. Voilà, alors, je vais vous passer sur tous les difficultés qu'on a pu rencontrer, parce que quand on fait ce genre de projet, le premier souci qu'on a, c'est de trouver de l'argent pour nous aider. Malheureusement, vous avez entendu parler il y a 2 ans d'une pandémie qui s'est répandue sur le monde et qui a bloqué un peu beaucoup d'initiatives des entreprises dans ce domaine. Donc, on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, et donc on a décidé de compter sur nos propres forces. Et on a fait le pari, que j'espère réussi, de demander à l'ensemble des ingénieurs et scientifiques de nous aider en nous faisant part de leur expérience, de leurs expériences, de leurs interrogations, de leur savoir-faire, pour construire ce MOOC. Et donc voilà, ça a été un peu le pari. Donc ça nous a pris des mois, mais maintenant on a un produit, qui malheureusement je ne peux pas encore vous présenter parce que on a une maquette, mais on est en train d'être professionnalisé. Et c'est là que je veux profiter de la présence de Vincent Bévert dans l'assistance pour remercier UNIT, puisque c'est UNIT qui se charge dans une logique, puisque UNIT, comme vous le savez, c'est une université numérique, et donc a une vocation pédagogique et d'enseignement, et donc s'est enthousiasmé pour notre produit et se charge de le rendre professionnel. Donc c'est une affaire de quelques semaines pour pouvoir avoir un produit qui puisse être diffusé largement. Voilà, j'ai été très rapide sur cet aspect. S'il y a des questions, bien entendu, je suis prêt à répondre. Mais ce que je peux vous proposer, c'est de parler maintenant un petit peu du fond de l'intelligence économique et comment est-ce que on souhaite faire présenter un peu notre affaire. Et comment est-ce que on présente l'intelligence économique. Et là, je vais laisser la parole à notre ami Bernard Besson, qui est autrement plus calé que moi et plus légitime que moi en tout cas pour parler de ce sujet. Cher Bernard, je te laisse Merci beaucoup, Jean. C'était très clair.
Alors, Bernard, je vais passer la parole à Bernard. Bernard Besson, je le connais depuis 20 ans, puisque, en fait, quand on avait créé, dans le cadre du MEDEF, le cercle d'intelligence économique du MEDEF, on était quand même un peu pionnier. Il y avait également, je répète, dans la salle, il y a l'actuel président de l'Académie de l'intelligence économique, Philippe Clerc. Il y avait également quelqu'un qui a fait un travail remarquable, qui a créé l'école de guerre économique. Et il y avait Bernard. Bernard, je l'ai cité tout à l'heure, qui a beaucoup de compétences. Alors, Bernard, je te donne la parole. Merci Christophe, merci Jean. Pour moi, l'intelligence économique, ce sont d'abord des hommes et des femmes souriantes, confiants, qui se parlent entre eux, ce qui n'est pas toujours évident, dans les entreprises comme dans les organisations. Une entreprise où tout le monde arrive le matin en faisant la gueule est une entreprise qui ne va pas innover. L'intelligence économique, elle démarre par des sourires, par des interjections, par des interrogations, par des questions. Et l'intelligence économique, elle n'est pas derrière cette table, elle est devant moi, elle est chez ceux qui nous écoutent aujourd'hui partout en France, parce qu'elle est le fait des ingénieurs et des scientifiques. Ce sont les ingénieurs et les scientifiques qui changent le monde, ce sont eux qui réparent les crises que les politiques n'ont peut-être pas su gérer ou n'ont peut-être pas su prévenir. Donc l'intelligence économique, elle est partout. Il n'y a pas des gens plus intelligents que d'autres, il n'y a pas des experts et des non-experts qui n'auraient rien à dire. Donc, toutes ces qualités, toutes ces expériences humaines, dans l'entreprise et hors de l'entreprise, ce sont des choses que IESF a décidé de mutualiser. Une grande maison comme IESF est tout à fait légitime pour entreprendre cette aventure parce qu'il s'agit d'une aventure. Et cette aventure consiste à restituer aux jeunes générations qui arrivent ou aux entreprises qui demain ne pourront pas payer leurs factures d'électricité et se retrouveront à la rue, de transmettre une intelligence collective capable d'être un pont entre des problèmes et des solutions. Car c'est ça l'intelligence économique, c'est un pont entre un problème et une solution. D'ailleurs, une entreprise, c'est ça aussi. Une entreprise vient toujours satisfaire, apporter des solutions à ses clients. Donc, cette expérience qui est répandue à travers toute la nation, chez des hommes et des femmes compétents, nous essayons de les restituer et le travail qui a été entamé ici sous la présidence de Jean Rousseau consiste à organiser cette mutualisation dans quelque chose qui soit lisible et compréhensible. L'intelligence économique, pour être efficace, doit être immédiatement comprise par tous ceux, notamment ceux qui n'en ont jamais entendu parler. C'est pour ça que nous affichons sur cet écran un schéma simple qui permet de voir que les 5 piliers de l'intelligence économique qui ont été validés par le comité IESF sont susceptibles de recevoir les expériences de tout un chacun et ensuite de restituer ces expériences dans quelque chose qui soit ordonné et quelque chose qui soit complémentaire. Le premier pilier de l'intelligence économique, c'est l'éthique et la déontologie. Je parlais tout à l'heure du sourire et de la confiance qui doit présider à cette discipline. Eh bien, il n'y aura pas de confiance, il n'y aura pas d'adhésion et de fidélité à l'entreprise si l'entreprise n'explique pas de manière claire et simple à quoi sert l'information, qu'est-ce que l'on en fait, quelles sont les récompenses diverses et variées qui seront attribuées à ceux qui apporteront de l'information, quelles sont aussi les récompenses qui seront attribuées à ceux qui poseront des questions que l'on ne s'est jamais posées dans l'entreprise. Et par les temps qui courent, c'est une qualité suffisamment importante pour être citée. L'éthique et la déontologie obéissent à des règles précises. Je ne vais pas rentrer dans le détail du droit de l'intelligence économique, mais il y a des pratiques, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Donc, l'éthique, c'est à la fois la transparence et c'est la possibilité pour chacun
dans l'organisation, dans l'entreprise, de lever la main et de dire mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? Et celui ou celle qui pose cette question doit avoir une réponse immédiate. Ensuite, si on peut afficher, voilà, il est au tableau. Après l'éthique et la déontologie, alors on va revenir voilà, à celui d'avant, Jean, si tu permets. Voilà. C'était le premier. Voilà. Le premier pilier, c'est l'éthique et la déontologie. Le deuxième pilier, c'est l'intelligence collective. Et oui, l'intelligence collective va naître de l'éthique et de la déontologie parce qu'elle va autoriser ceux qui ne se parlaient jamais à se rencontrer. L'intelligence collective, c'est pas simplement les gens qui appartiennent à l'entreprise, ce sont aussi ceux qui l'ont quittée. Ce sont les fournisseurs, ce sont les clients. Une intelligence collective d'entreprise élargit la notion même d'entreprise. Je suis une PME de 50 personnes. Mais lorsque je fais de l'intelligence économique, je m'aperçois en fait que je suis une organisation de 500 personnes. Et tout le travail va consister à nommer, à retrouver les 450 qui manquent à l'appel. Et on va s'apercevoir que finalement, nous sommes beaucoup plus répandus à travers le monde que nous ne le pensions. L'intelligence économique permet à l'entreprise, je dirais, de se surdimensionner, de prendre de la hauteur, de faire sa propre histoire. Il n'y a pas d'intelligence économique sans l'histoire de mon entreprise. D'où est-ce que je viens? Où sont mes savoirs? Où sont mes savoir-faire? Oubliés, qui peut-être demain serviront à régler des problèmes, à trouver des solutions. Donc cette intelligence collective, elle est formée de tout le monde, personne n'en est exclu. Chacun y participe à proportion de sa curiosité ou de ses talents. Parce que chacun sait ce que l'on cherche, ce que l'on veut, quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et chacun peut s'inscrire dans cette intelligence collective. On va revenir encore au premier schéma. Voilà. Je finis d'abord les généralités, si je puis dire. Mais les généralités en matière d'intelligence économique sont fondamentales. Si on ne comprend pas immédiatement de quoi il s'agit, ce n'est pas la peine ensuite de rentrer dans des cases et des sous-cases et des sous-expertises. Alors, on revient au premier. Voilà. Donc, je parlais d'intelligence collective. Ça concerne tout le monde. Autre portion du camembert qui concerne tout le monde, c'est l'intelligence des risques. Et Dieu sait si nous sommes dans une période où les risques, les menaces, les aléas de toute nature nous frappent de manière quotidienne, comme Christophe nous l'a expliqué tout à l'heure. Personne n'est isolé, personne n'est à l'abri. Une guerre en Ukraine, un tremblement de terre au Japon, une épidémie en Chine, et c'est moi qui ne reçois plus mes pièces détachées. Ce sont mes approvisionnements, tu l'as dit, qui sont supprimés. Donc, l'intelligence des risques, c'est la capacité à traiter ensemble, nous le verrons, des risques qui jusqu'à présent étaient traités de manière séparée. C'est une vision globale dont le maître mot est l'anticipation, l'imagination. Ensuite, on va revenir encore au premier. Voilà. Ensuite, après l'intelligence des risques, il y a l'influence et le lobbying. Toute entreprise, toute PME, toute personne même fait de l'influence, de manière consciente ou inconsciente. Lorsque le matin je m'habille, lorsque je suis une dame, que je me maquille, que je choisis un vêtement, je suis dans une pratique d'influence. Lorsque je fais devant un parterre de prospects l'éloge de mes produits, je suis dans l'influence. Donc, l'intelligence économique est un retour sur soi. Quelles sont mes pratiques d'influence que je fais de manière consciente ou inconsciente? Ensuite, quel est le marché de l'influence? Quels sont les professionnels auxquels je pourrais m'adresser pour être encore plus efficace? Mais avant d'aller sur les marchés de l'influence et du lobbying, il faut prendre conscience de ce que l'on fait soi-même, souvent d'ailleurs très bien, parce que un des maîtres mots de l'influence, c'est la conviction. Celui qui invente un produit, qui invente un process est convaincu, et cette conviction, elle passe la rampe. Donc, savoir d'abord
compter sur ses propres forces après les avoir analysées. On va revenir encore, m'excuse, au premier. Voilà. Ensuite, l'intelligence économique, c'est aussi l'intelligence inventive. Elle est faite pour inventer. Elle est faite pour créer des solutions qui n'existent pas encore aujourd'hui. Elle est faite pour donner à l'entreprise de nouveaux marchés, découvrir de nouveaux clients, intervenir dans des métiers qui n'étaient pas forcément les siens au départ, car on peut se diversifier. Nulle entreprise n'est condamnée à rester tout le temps sur le même secteur, tout le temps dans les mêmes applications. Pourquoi? Parce que j'ai chez moi des talents qui peuvent déborder et j'ai des besoins de clients qui eux aussi peuvent déborder. Et lorsque je crée une intelligence entre un besoin non satisfait d'un de mes clients et un savoir-faire à l'intérieur que l'on avait peut-être oublié, eh bien, je fais de l'intelligence économique, je dirais, au sens géométrique du terme. Voilà pour les généralités. Maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans les détails et passer à le schéma suivant, voilà, qui va nous parler de... Bon, celui-là. Oui, la richesse de Smook. Voilà, celui-ci. L'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective que nous avons vue et qui concerne tout le monde, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est la coordination d'une mémoire. Une entreprise, c'est une mémoire. Je parlais tout à l'heure de l'histoire de l'entreprise qui est un atout de conquête, qui est un atout d'innovation. La mémoire, c'est quelque chose qui doit s'organiser. La mémoire, ce n'est pas simplement une base de données plus stratégique que les autres et hyper protégée, c'est ça aussi, mais c'est bien d'autres choses. La mémoire est une curiosité. La mémoire, c'est la curiosité de tous les savoirs et de tous les savoir-faire qui sont passés dans mon entreprise et dont j'ai perdu la trace, de tous les savoirs et savoir-faire qui se trouvent à l'extérieur de mon entreprise, c'est-à-dire c'est la mémoire des autres, la mémoire de l'intelligence économique. Il y a dans les administrations, il y a chez mes clients, chez mes fournisseurs, des informations qui un jour pourront peut-être me permettre de répondre à une question. Et une entreprise qui fait de l'intelligence économique, c'est une entreprise qui invente des ignorances. Avant de traiter l'information, il faut savoir traiter l'ignorance, qui est tout aussi riche. Mais traiter l'ignorance est quelque chose de difficile. Si je vous demande à l'instant ce que vous ignorez, vous aurez du mal à me répondre, parce que depuis que nous sommes tout petits, depuis le lycée, nous engrangeons des certificats, des licences, des diplômes, etc. Mais nous avons désappris à ignorer, comme l'enfant que nous étions, qui posait des questions parfois idiotes, mais qui souvent étaient des questions stratégiques. D'ailleurs, mon passé, comme il a été évoqué dans le monde du renseignement, m'a appris, parce que j'ai fait des audits de ces services-là, que les meilleurs services de renseignement sont ceux où il y a une bonne humeur et où on se pose des questions non conformistes. Voilà, il faut sortir un petit peu de l'administratif pour inventer des stratégies. Donc, une intelligence collective, c'est d'abord une mémoire bien organisée, bien consciente d'elle-même. Ce sont des réseaux. Je le disais, une entreprise de 50 personnes, c'est un réseau de 400 personnes. Le réseau, c'est ce qui va nous permettre de traiter l'information orale, alors que la mémoire, elle, est dans l'écrit. Dans la partie du camembert qui s'intitule mémoire, nous avons ici tous les systèmes d'information, tous les logiciels, toute l'intelligence artificielle, elle rentre dans la case mémoire. Dans la case réseau, c'est l'humain, c'est l'oral, c'est l'ignorance, c'est la perception fine. Lorsque je discute avec quelqu'un, je sens dans son regard des informations qui seront peut-être difficiles à transcrire, mais qui peuvent être importantes. Je me dis, tiens, il me cache quelque chose, il ne me dit pas tout. Le réseau, il est fait de contacts entre des gens qui ont des questions à poser à des compétences qui sont à l'extérieur. Un réseau, c'est pas quelque chose de secret, c'est quelque chose de transparent. Hein, nous avons parlé d'éthique. C'est quelqu'un qui est compétent dans le domaine, par exemple, du nucléaire civil, qui va interroger quelqu'un qui est compétent dans le domaine du nucléaire civil et qui va lui dire, dans votre pays, comment faites-vous pour réparer les problèmes de corrosion que nous avons chez nous? Un réseau d'intelligence économique, c'est un ingénieur sachant de quoi il parle
qui discute avec un autre ingénieur sachant de quoi il parle à propos d'un sujet concret. C'est ça, un réseau d'intelligence économique. Or, l'entreprise est traversée par une multitude de langages. Langage technique, langage commercial, langage financier, tout ça, ce sont des réseaux parce que ce sont des gens compétents susceptibles de s'adresser à d'autres personnes compétentes. Ensuite, une intelligence collective, c'est une analyse de l'information. Lorsque ma mémoire, lorsque mes logiciels, mes outils me rapportent de l'information écrite, lorsque mes réseaux me rapportent de l'information orale, des réponses orales, ce ne sont pas encore des connaissances. Ce sont des informations qui, bien souvent, ne sont pas toujours très fiables. La fiabilité de l'information est un sujet d'ailleurs sur lequel la Commission a beaucoup insisté dans ses travaux et continue d'insister. Je pense notamment à notre ami Toussaint, qui est ici présent, et c'est une vérité fondamentale. On ne peut rien construire en matière de stratégie économique ou autre sur des informations qui ne sont pas des informations recoupées, fiables. Donc pour ça, il faut des analystes. Où sont les analystes? Eh bien, les analystes de l'entreprise, ils sont déjà dans l'entreprise. Ils sont dans l'entreprise et comme ils voient le schéma qui s'affiche en face de nous, ils savent qu'un jour, ils peuvent être sollicités pour venir valider une information rapportée par ceux qui font de la mémoire et ceux qui font un travail de réseau. Et là, nous avons devant nous un organigramme. Cet organigramme, c'est celui de l'entreprise et en même temps, c'est celui de l'intelligence économique. Cet organigramme, il n'abolit pas l'organigramme classique. L'organigramme classique qui ressemble à une pyramide, il reste légitime. Il a lui aussi son histoire. Simplement, celui-ci vient le renforcer, faire en sorte que celui qui est dans un travail défini par la pyramide puisse aussi, quand il y a nécessité, s'intégrer dans un travail de mémoire, dans un travail de réseau ou de maîtrise, et passer de l'un à l'autre. La maîtrise, c'est quoi? La maîtrise, c'est le service d'une question ou d'une série de questions qui touchent un des domaines de l'entreprise. Et la maîtrise, là encore, c'est les plus compétents à un moment donné dans un domaine particulier qui va organiser le travail de ses collègues, c'est-à-dire un travail de mémoire à partir des bases de données, par exemple, un travail de réseau et un travail d'analyse. Il y a des PME, je pense notamment à certaines PME de la région lyonnaise, qui sont organisées comme cela, c'est-à-dire que régulièrement, on fait le bilan de nos capacités en matière de mémoire, de réseau, d'analyse, à condition de servir, bien entendu, des objectifs précis. Ça, c'est donc l'organigramme tel que IESF le conçoit. Il est susceptible de recevoir toutes les compétences à l'intérieur d'une entreprise, mais aussi dans un territoire. Parce que ça marche exactement de la même manière dans un conseil départemental ou une municipalité qui va se retrouver, par exemple, demain, confrontée à des problèmes de pénurie en matière peut-être électrique, en matière de transport, ou qui va se confronter à des problèmes de délinquance ou autre. Voilà pour ce qui est de ce schéma. Maintenant, on va passer à la présentation suivante. Voilà, le risque. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence des risques? L'intelligence des risques, c'est quelque chose aussi qui concerne tout le monde. Tout le monde dans l'entreprise, en fonction de ses idées, en fonction de son expérience, peut dire, eh bien moi, je vais m'occuper des problèmes de sécurité, de management, d'environnement ou de sûreté. Par sécurité, en anglais safety, nous entendons tout ce qui relève de l'accident, notamment des services, des systèmes d'information. Lorsque mon système d'information se plante, je suis dans l'accident. Lorsque la chaudière explose, je suis dans l'accident. Or, nous avons la chance en France, grâce notamment, il faut le dire, à l'école polytechnique, au Saint-Dinique, d'avoir été des pionniers dans le domaine de la sécurité anti-accident. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Hein. Nous n'avons pas du tout à rougir de nos compétences en matière de sécurité. Alors ici, il est en rouge parce que la sécurité, ça évoque les secours, les sapeurs-pompiers. Il y a aussi parmi les risques ce qui relève de la sûreté.
La sûreté, c'est toute la malveillance humaine. C'est pour ça que le bleu évoque la vareuse du gardien de la paix ou du gendarme. Nous sommes dans le droit pénal, nous sommes dans le droit pénal spécial. Nous sommes dans l'escroquerie, nous sommes dans la fameuse escroquerie au président qui a coulé beaucoup de PME en France. Nous sommes dans la cybermalveillance, nous sommes dans le rançonnage. Et on voit très bien que en matière de rançonnage, en matière de cyberattaque, sûreté et sécurité ne peuvent plus être traités séparément. C'est traiter séparément des risques qui sont contagieux les uns par rapport aux autres, c'est devenu quelque chose d'impossible. C'est devenu quelque chose d'irréaliste. Il faut donc avoir, et ce que nous permet d'avoir l'intelligence économique, une vision globale sur l'intelligence des risques, de manière à voir ceux qui sont susceptibles d'agir sur les autres. Nous avons également ici l'environnement. L'environnement, lorsque nous avons commencé il y a quelques années à nous intéresser à l'intelligence économique, c'était un risque qui était presque marginal. Aujourd'hui, il devient majeur. On l'a vu cet été avec toutes les conséquences induites par les incendies, par le climat qui est en train de se modifier. On ne va pas rentrer dans les raisons de cette modification, mais toujours est-il que la modification de notre environnement a des conséquences économiques colossales. Or, là encore, en matière de management environnemental, avec les ISO, notamment l'ISO 14000, qui doit beaucoup à la sagacité et aux pertinences de nos ingénieurs et de nos scientifiques, en France, nous n'avons pas à rougir. Nous n'avons pas à rougir parce que nous avions senti venir le coup. Donc, aucune entreprise aujourd'hui, pour un tas de raisons, ne peut se désintéresser du problème environnemental. Et là encore, un environnement mal maîtrisé, des inondations, par exemple, des incendies, eh bien, auront des conséquences dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la sûreté. Et puis, il y a aussi des risques qui n'appartiennent pas aux trois familles que je viens de citer et qui sont ici rassemblés dans ce que nous appelons les risques managériaux. C'est quoi un risque managérial? Eh bien, par exemple, un risque managérial évident, c'est l'amnésie des savoirs et des savoir-faire. Et ça touche toutes nos entreprises. Une PME voit ses cadres, ses ingénieurs partir à la retraite, eh bien, c'est une déperdition. C'est une perte de savoir, une perte de savoir-faire terrible. Donc, le management de l'intelligence et des risques doit anticiper les départs. L'intelligence des risques, c'est la gestion des départs, aussi bien d'ailleurs que la gestion des arrivées. C'est un excellent séminaire pour intégrer de nouveaux arrivants. Mais c'est aussi un excellent séminaire pour garder le contact avec ceux qui s'en vont. Et puis, je le répète, sécurité, sûreté, environnement, c'est aussi l'association de mes fournisseurs et de mes clients. J'ai besoin, moi, d'avoir des fournisseurs et des clients qui soient sécurisés. Je reviens sur la cybersécurité. On s'aperçoit aujourd'hui que de grosses entreprises françaises sont victimes d'agressions cyber parce qu'un de leurs fournisseurs ou de leurs partenaires était moins bien protégé. À quoi cela sert-il de se bétonner derrière une ligne Maginot si mon fournisseur ou si mon client est moins protégé que moi? Je suis aussi responsable de l'intelligence des risques de mes partenaires. Elle fait partie de mon intelligence économique globale. On va passer après à l'autre. Voilà. L'influence. L'influence, c'est la capacité, comme nous le disions tout à l'heure, à exercer sur des gens qui seront amenés à prendre des décisions une certaine forme de pouvoir, une certaine forme d'influence pour faire en sorte que les décisions qu'ils vont prendre nous soient favorables, éventuellement défavorables à nos concurrents. Mais c'est la partie du jeu de la compétition à la fois nationale et internationale. Pour faire de l'influence, la première des choses, eh bien, c'est de savoir ce que l'on veut. Si je n'ai pas de projet d'influence, si je n'ai pas d'idée sur ce que je souhaite obtenir pour mon entreprise, par exemple, me faire inscrire dans la région
dans le pôle de compétitivité de tel secteur, parce que ce serait bien pour ma notoriété. Si je n'ai pas cette idée-là, eh bien, je ne pourrais pas faire de l'influence. On ne fait de l'influence qu'à partir du moment où on sait ce que l'on veut. Comme disait Sénèque, pour celui qui voyage sans savoir où il va, il n'y a pas de port de destination. Donc, l'influence, le lobbying, c'est un programme dont on débat dans l'entreprise à l'usage découvert. Chacun est invité à dire son mot. Chacun est invité d'abord à comprendre qu'il existe un programme d'influence et qu'il a le droit de dire moi je veux une crèche pour les enfants. Moi, je veux pouvoir qu'on organise un covoiturage avec les entreprises qui sont ici et de l'autre côté de la rue. Il faudra convaincre la municipalité. Ce sont des petites choses, mais la vie d'une PME est faite de petites choses comme cela. Hein. Il n'y a pas que des influences géostratégiques qui rentrent dans ce schéma. Il y a aussi le quotidien des gens, des hommes et des femmes qui vivent avec moi dans l'entreprise. L'influence, à partir d'un certain temps, ce sont des alliances. On fait des alliances avec des gens qui sont soit des entreprises, soit des gros donneurs d'ordre. Ça se fait mieux maintenant qu'il y a quelques années en France. Et puis, l'influence, c'est aussi des alliances, des contrats, plus exactement, avec des professionnels, avec des lobbyistes, avec des enquêteurs privés, avec ce que l'on appelle des détectives privés, les agents privés de recherche, dont les travaux sont reçus par les magistrats dans les tribunaux. Donc, cette population de professionnels de l'influence, eh bien, il faut commencer à la connaître. Se dire, mais demain, je peux en avoir besoin. Quels sont les bons, quels sont les moins bons? Combien ça coûte? Voilà des questions qu'on va se poser et on va découvrir tout un monde de lobbying. Et si on monte et si on s'intéresse à Bruxelles, si on s'intéresse à l'OMC, tout au moins à ce qu'il en reste, on va s'apercevoir que le monde est peuplé d'influences et de contre-influences dont je n'ai pas toujours une idée. Alors, je vais dessiner ce paysage. Je vais dessiner autour de moi le paysage de l'influence des gens qui ont des décisions qui vont impacter mon avenir. On va continuer le... Voilà. Alors, on y revient. Alors, nous venons de passer en revue ces camemberts. Parce que... on n'a pas fait l'inventive. Voilà. L'intelligence inventive. L'intelligence inventive, c'est le 5e pilier. C'est fait pour inventer. C'est un hommage à l'imagination de nos collaborateurs. L'intelligence inventive, c'est par exemple l'anticipation des problèmes. La capacité à se dire, mais finalement, mon modèle économique, est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est pérenne? Je fabrique des tondeuses à gazon, j'ai une veille technologique parfaitement opérationnelle, managée par des brillants ingénieurs, membres d'IRSA, donc ils sont forcément brillants. Et puis mes ingénieurs me disent, mais tout va bien, monsieur Besson, nos tondeuses à gazon électriques, et puis ensuite, maintenant, ce sont des robots, nos concurrents ne font pas mieux, on aura même peut-être l'année prochaine une longueur d'avance sur nos concurrents. Et patatrac. Le coup d'après, mon concurrent, ce n'est pas un autre fabricant de tondeuses à gazon, c'est un laboratoire agricole du Morvan qui fait un gazon qui ne dépasse pas 2 cm. Et là, tout mon modèle économique s'effondre. Mais j'ai fait de l'intelligence économique et j'ai des réseaux. Et au lieu de tondre le gazon, eh bien, je vais me convertir. Je vais inventer, par exemple, de la sculpture sur herbe. Je vais me lancer dans le dessin des jardins. Je vais réinventer un métier. Pourquoi je vais réinventer un métier? Parce que j'ai les intelligences pour ça chez moi. Et puis, j'ai découvert, finalement, des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Donc, l'intelligence inventive, c'est aussi solliciter les bases de données. Nous avons, à travers les bases de données que nos entreprises ne sollicitent pas assez, tout un tas d'informations qui pourraient nous permettre d'inventer parce que je vais pouvoir me diversifier en voyant ce que font les autres. Je pense par exemple à cette compagnie aérienne française qui, tout à coup, découvre qu'il y a à l'Organisation mondiale de l'aviation civile une base de données que tout le monde alimente depuis la création de l'aviation, c'est-à-dire depuis près d'un siècle,
Et puis, cette compagnie aérienne française, tout à coup, découvre qu'elle aussi, elle envoie régulièrement des documents sur tout ce qui se passe. Et puis, elle demande à cette organisation internationale, mais tout ce que je vous envoie année après année, qu'est-ce que vous en faites? Mais monsieur, tout ce que vous nous envoyez, vous pouvez le consulter, hein, c'est libre d'accès. Ah bon? Mais alors les autres, les Allemands, les Anglais, les Chinois, ben oui, mais vous savez, ça fait des années qu'ils lisent tout ce que vous écrivez, parce que c'est public. Et là, on s'aperçoit que finalement, nos entreprises ne sont pas très curieuses. Et là, ça rejoint quelque chose que l'on sait en macroéconomie, n'est-ce pas, mon cher Christophe? C'est que la France produit énormément de données, mais qu'elle en consulte peu par manque de curiosité. Et oui. Donc, l'intelligence inventive, c'est quelque part une démarche qui, à partir de mots-clés, d'attitudes intellectuelles toutes simples, va par exemple dire comment est-ce que je peux me différencier de mon concurrent? Comment est-ce que je peux me diversifier? Comment est-ce que je peux intégrer dans mon entreprise un modèle économique qui marche très bien ailleurs, dont j'ai jamais eu l'idée d'utiliser les avantages, la curiosité, l'imagination. Alors ça, c'est un management un peu délicat. Nous sommes à la frontière du management et du travail artistique. Il faut de la sensibilité, il faut du doigté, il faut recevoir les idées parfois qui sont un peu farfelues sans les rejeter d'un revers de main en disant « vous êtes un imbécile ». Ça, c'est la pire des choses en intelligence économique, c'est de considérer que les autres ne sont pas des experts. Or, les experts, il y en a partout. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? C'est un forum où on réunit les experts et les non-experts et les gens se parlent. Et s'ils ne se parlent pas, on va faire en sorte qu'ils s'écoutent et qu'ils discutent ensemble. Voilà, l'intelligence inventive. Donc, c'est le 5e pilier de l'intelligence économique. Alors, pourquoi ces schémas? Parce que ceux qui nous écoutent, ceux qui ont une expérience nationale, internationale, peuvent nous rejoindre à IESF en disant, vous avez parlé, par exemple, de l'imagination dans l'intelligence inventive ou de la sécurité informatique. Moi, j'ai vécu des choses. Moi, je peux en parler. Parce que, comme je le disais au début, ce n'est pas de cette table que descendra l'intelligence économique. C'est vous qui, d'où vous êtes, avec votre expérience et votre passé, allez nous aider à remplir les portions du camembert. Et remplissant les portions du camembert, vous ferez un travail d'intelligence économique. L'intelligence économique n'est pas un système fini. Elle n'existe pas. Elle est tout le temps indéfinie. Elle est en extension permanente. Celui qui dirait, voilà l'intelligence économique, c'est comme ceci, c'est comme cela, terminé, point barre, c'est un escroc. Non, c'est une perpétuelle imperfection. Il faut accepter cette imperfection, il faut avoir la modestie de recevoir tous les jours des choses qui vont démentir les certitudes de la veille. Alors, ça, c'est l'appel qu'IESF lance aux ingénieurs et aux scientifiques. Rejoignez-nous dans les portions du camembert, dans une ou deux ou trois portions du camembert. Vous avez une vie suffisamment riche pour venir faire une démonstration, c'est-à-dire on va vous filmer pendant 5 minutes et puis vous allez restituer ce que vous avez envie de restituer. Et ensuite, le comité, avec Jean Gourceau, validera votre intervention qui sera publiée avec votre prénom et votre nom, parce que nous ne sommes pas dans un système anonyme, nous sommes une complémentarité de personnes. Alors, pour nos jeunes étudiants, qui sont un peu plus jeunes, nous allons faire un petit peu plus de pédagogie que ce que je viens de faire en m'adressant à vous. C'est-à-dire que nous avons imaginé un quiz qui permettra aux étudiants de découvrir un petit peu les ressorts de tous ces camemberts que nous avons affichés et de s'évaluer. Sur l'intelligence collective, par exemple, mais sur les autres également, l'étudiant qui va utiliser le quiz va découvrir un certain nombre de questions. Il sera invité à apporter des réponses, 4 réponses à chacune des questions. Alors évidemment,
Là, on est dans un exercice un peu plus scolaire, mais il faut bien en passer par là pour de jeunes esprits qui nous rejoignent. Sur les 4 réponses, il y en aura une qui sera très bonne, il aura une très bonne note. Il y en aura une qui sera très mauvaise, mais il faut bien apprendre. Hein. Et puis, il y en a 2 qui seront un petit peu moyennes. Mais l'idée du quiz, c'est quand on n'est pas satisfait de sa note, ce qui est tout à fait légitime, eh bien, on peut recommencer. Et on peut s'améliorer. Et de quiz en quiz, nos jeunes ingénieurs, n'est-ce pas Jean, vont découvrir une matière et ils vont s'amuser en regardant quelles sont leurs performances, puisque tout à l'heure, tu parlais de performance. Donc, la performance de l'entreprise, elle commence par les performances individuelles de nos jeunes esprits qui vont se former à l'intelligence économique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vous avais prévenu, je suis très bien entouré avec Jean Courceau et avec Bernard Besson. Alors, Bernard, bravo. Je reconnais tes qualités pédagogiques que j'ai bien connues au cercle d'intelligence économique et j'oublie pas que notre cercle d'intelligence économique du MEDEF, qui a 20 ans, avait influencé le rapport Carayon, qui est le 2e rapport après le rapport Marc de 1994. Et je rappelle l'importance de la nouvelle proposition de loi qui a fait l'objet de la conférence à Sciences Po le 17 mars 2022. Bien, nous allons passer aux questions. Alors, nous sommes nombreux, j'en suis heureux. La salle est pleine. Ici, on a les questions des personnes qui sont là dans la salle. Et d'autre part, on n'oublie pas nos amis qui se sont inscrits en ligne à la hauteur de 115. Et qui ont, je suppose, via le chat, écrit un certain nombre de choses. Mais nous allons voir. Alors, nous allons commencer par les questions de la salle. Vas-y, prends la parole. Je voulais juste préciser pour tous ceux qui sont en ligne que s'ils veulent poser une question, le plus simple de le faire en utilisant le chat. Mais c'est ce que j'ai dit, oui. Oui, je viens de le dire. Dès maintenant. Ou alors, ils peuvent le faire ou ils l'ont déjà fait, nous verrons. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la salle. Comme je dis, la salle d'IESF rue Lamennais est pleine. Alors, qui veut prendre la parole? Parlez bien fort. Voilà, Bernard, oui, parlez bien fort si vous voulez. Alors, nous avons, si vous voulez vous présenter. Jacques Bongrand. Le but n'est pas de me présenter, je voudrais remercier les orateurs qui ont dit, et je ne le dirai pas mieux, sur l'intérêt et la manière d'acquérir, de partager une profession d'information. Je voudrais peut-être plutôt un peu provoquer en demandant leur réaction sur la réflexion suivante. Je pense que beaucoup d'entre nous ont l'impression qu'on vit dans un monde où on est submergé d'informations et où, dans certains cas, le risque c'est toujours d'avoir trop passé, d'être noyé. Alors, est-ce qu'il y a des conseils à donner pour finalement sélectionner et mieux s'orienter les efforts vers l'information? Alors, oui. La question que vous posez, mon cher Jacques, c'est ce qu'on appelle de l'infobésité. Oui, tout à fait. Je passe la parole à Bernard pour répondre. Alors, c'est vrai que l'infobésité, et Jacques Bongrand a raison de le dire, c'est un mal qui nous inonde. Nous sommes inondés par les mails, par les informations, par la radio, par la télé. Ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Non. Nous sommes encerclés. Alors, il faut sortir du cercle. Et pour sortir du cercle, comme je l'avais dit, ce qui compte finalement, c'est pas l'information, c'est mon ignorance, c'est mes questions. Pour une entreprise, on va consacrer tout ce travail, toute cette organisation qu'on a décrite à travers les slides, tout ça, ça va servir d'abord nos questions à nous. Pourquoi est-ce que quand je vends mes produits en Espagne, dans telle région, je n'arrive jamais à avoir de clients? Pourquoi est-ce que mon concurrent, il a de l'électricité moins chère que moi? Pourquoi est-ce que, voilà, quelle que soit la question, à partir du moment où elle interroge l'avenir de l'entreprise, eh bien, c'est ça l'essentiel. J'apprends à me connaître moi-même. Il y a un aspect très philosophique dans l'intelligence économique. Nous sommes une personne morale qui doit s'intéresser, qui doit rentrer en elle-même et qui doit découvrir ce qui est vraiment important pour elle. Vous voyez, c'est ça. Parce que sinon, on va se noyer. On va se noyer sous la masse d'informations. Hein. L'ignorance est beaucoup plus importante que l'information. L'information ne dit rien en elle-même.
L'ignorance dit déjà beaucoup de choses parce qu'elle est avouée. Et là, on rentre tout de suite dans le stratégique. Je réunis mes collaborateurs et je leur dis, voilà, qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'il y a des problèmes que nous n'avons pas vu venir? Et là, autour de moi, j'ai des gens qui vont prendre la parole peut-être pour la première fois et qui vont nous dire des choses qu'ils n'ont jamais osé dire ou qu'ils n'ont pas dites parce que ça ne rentrait pas dans les cadres du langage convenu. L'entreprise est un monde convenu, c'est un monde conformiste, comme l'administration. Hein? J'ai vécu dans suffisamment de conseils d'administration publics ou privés pour savoir que à ce niveau-là, tout va très bien, tout marche, tout est formidable. Ah oui, mais... Non, il faut libérer la parole, il faut faire confiance et puis autoriser les bêtises, tout simplement. Et souvent, les bêtises, d'ailleurs, parfois, sont intelligentes. Alors, une question suivante de la salle. Voilà. Volontiers. Alors, vas-y. Alors, vas-y, tu parles fort par rapport au micro. Combien d'heures le MOOC va être constitué et sur combien de temps approximativement? Alors, là, je laisse Jean. Je peux essayer de répondre. On n'a pas un MOOC traditionnel avec leçon numéro 1, leçon numéro 2. On a une approche, je dirais, un peu globale. Chacun va aller repartir du camembert. Et puis chacun va cliquer sur le camembert, va trouver un certain nombre de présentations, de vidéos. Il va regarder, on va en proposer en général 2 ou 3 un peu d'origine de base, et puis d'autres derrière qui seront pour aller plus loin. On va proposer à côté un glossaire, on va proposer à côté une bibliographie. Donc chacun va se faire son menu, et le fil conducteur, finalement, tel qu'on l'a envisage, c'est le quiz. C'est-à-dire que quelqu'un va te dire, je vais commencer peut-être par le quiz pour voir si qu'est-ce que je sais. Et puis si c'est tout, s'il a 20 partout, bien, ok, bravo, il sera missionnaire pour aller apporter la bonne parole autour de lui. Je pense que même nous, on arrive à part Bernard peut-être, mais même nous, on arrive à pas toujours avoir 20 parce que il y a peu de très mauvaises réponses. Il y a des réponses souvent insuffisantes, des réponses qui peuvent être pas meilleures. Donc c'est ça. Donc c'est le quiz, le QCM, le questionnaire linguistique, qui va donner, étant donné que chaque fois qu'on fait une réponse, à la fin on a une restitution qui dit question par question. Voilà pourquoi votre réponse n'a pas été optimale. Qu'est-ce qu'on a pu faire de mieux. Et donc on peut retourner à ce moment-là pour aller compléter sur l'intelligence artificielle, mais sur l'intelligence inventive, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas bien les questions. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre à votre question, mais voilà, il n'y a pas de leçon numéro 1, leçon numéro 2, et puis à la fin, certificat que vous avez bien suivi. On a un concept un peu différent. On a continué à faire ça MOOC. Quelque part, on a en fait une plateforme presque d'échange où les gens vont pouvoir apporter, je ne dirais pas c'est une auberge espagnole, mais les gens pourront apporter leur savoir-faire, leur savoir-être, et puis on va le répartir de façon à ce que tout le monde puisse en profiter, aussi bien les chevronnés que les visus. Tout le monde va pouvoir trouver du miel à son besoin. Très bien, merci. Alors, je crois qu'on a une question sur le chat de nos amis qui sont en ligne. Vous voulez, mademoiselle, si vous voulez... Oui, alors une question de Jean-Jacques Urban Galindo. Ouais. Cette discipline me semble reposer sur une meilleure mise en commun des connaissances. Pour ma part, je trouve que nous manquons de synergie entre ceux qui réfléchissent à leur structuration et leur outillage numérique. Qu'en pensez-vous? Alors, qui veut répondre? D'abord, c'est une question qui nous honore parce qu'elle vient du CICE et de son chef, qui est le responsable de la politique publique d'intelligence économique en France, dont nous le remercions, n'est-ce pas, Jean? Alors, la mutualisation, effectivement, la mutualisation des savoirs et des savoir-faire est aujourd'hui quelque chose d'urgent
Et il est très bien que les pouvoirs publics nous interrogent là-dessus. D'ailleurs, je dois dire que lorsque nous avons au MEDEF avec Christophe et à la demande d'Alain Juillet, qui fut le premier haut responsable, lancé un programme d'intelligence économique au MEDEF, si l'État, à travers les rapports Marx, rapports Carayon et autres, n'était pas intervenu de manière puissante, un certain nombre d'entreprises n'auraient pas rejoint la démarche d'intelligence économique, et je pense que je ne serai pas démenti par Philippe Clerc, l'actuel président de l'Académie d'intelligence économique, qui nous fait l'honneur d'assister à cette rencontre. Donc, qui dit mutualisation des savoirs et des savoir-faire, dit aussi le dépassement des frontières classiques de l'entreprise. Je parlais des fournisseurs, je parlais des clients, mais il faut y associer aussi les territoires. Une entreprise, c'est pas quelque chose qui est suspendu dans l'éther de manière isolée. Elle vit quelque part, elle a un lieu, elle a un ancrage, elle a une histoire, elle a des gens qui sont autour d'elle, qui sont des élus municipaux, des pêcheurs à la ligne, des écologistes de différentes tendances, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, elle vit dans la cité. Une entreprise, c'est un petit forum qui vit dans un gros forum qui est une municipalité. Et donc, l'État, le territoire ont des rôles à jouer avec l'entreprise. C'est pour ça que nous, on peut parler d'intelligence économique territoriale, parce que les portions du camembert, eh bien, ce sont celles de l'intelligence territoriale de la ville de Nevers ou de la ville du Havre. Elles fonctionnent de la même manière. Si le maire du Havre veut réagir par rapport aux problèmes énergétiques et d'acheminement de gaz ou de pétrole demain, eh bien, il va étudier des risques, il va étudier des innovations, il va étudier un management collectif et il va pouvoir s'inspirer, appliquer l'intelligence économique de sa cité avec le port, avec les entreprises du département. D'ailleurs, le port du Havre, en matière de sécurité, a fait l'objet de normes internationales ISO 28000, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui ont très bien marché, qui ont montré la compétence en matière de sécurité et de sûreté de nos installations portuaires françaises, comme de nos centrales nucléaires, qui malheureusement se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés qui ne sont pas le fait des ingénieurs qui sont ici. Parce que ce sont eux qui les ont construites et c'est à eux qu'on va leur demander maintenant de les réparer. Or que nous étions à l'époque la première puissance mondiale en matière d'énergie civile. Et nous le devions grâce notamment au général de Gaulle. Bien, alors j'ai une question-remarque de Alban Magyar en ligne, là, sur le chat. Alors, il nous donne une recommandation. Alors, recommandation sur la méthode pour le chef d'entreprise ou l'animateur. Il dit de recommander de lire Coacher avec les stoïciens de Jordi Pia Cornella et Charles Sénard aux éditions de Buck Supérieur. Alors voilà, bon, très bien. On remercie de ces Merci, conseils. c'est tout à fait. Vous voulez réagir? Jean, tu veux réagir? Je veux réagir pour dire merci Oui. merci Alban de la proposition. Elle figurera dans notre bibliographie. Absolument, elle figurera. C'est cette bibliographie que pour l'instant, malheureusement, si vous voulez, je suis un peu gêné parce que on ne peut pas encore vous présenter le MOOC opérationnel, mais ça va venir, notamment grâce à Vincent. Grâce à Vincent, ça va bientôt venir. Enfin, mais on a bien prévu une bibliographie dans laquelle figure un certain nombre d'ouvrages de base, d'ouvrages de conseil, et celui-là, s'il n'y figure pas déjà, on l'y mettra avec grand plaisir. Merci. Alors, moi j'ai une autre question dans le chat qui me concerne, puisqu'en fait, c'est écrit. Alors, dans l'introduction, Christophe Dubois-Damien a parlé d'un nouveau paradigme économique et a trouvé a précisé qu'il fallait que le modèle d'intelligence économique, la méthodologie et les outils soient adaptés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, d'abord, ce paradigme économique,
En fait, c'est le paradigme issu de la troisième révolution industrielle qui met comme intrant la donnée, la data. Comme au cours de la première révolution industrielle de 1780, l'intrant, c'était la vapeur, et 1880, l'intrant, c'était l'électricité. Alors, c'est pas ma science, ce sont les travaux de l'OCDE là-dessus. Alors, je vais enchaîner avec mon ami Bernard, parce qu'en fait, oui, moi, ce que je crois, c'est que, en fait, quand on a démarré avec les méthodologies de l'intelligence économique, avec la notion de signaux faibles, eh bien, avec les outils que nous avons, avec l'ambiance, avec ce paradigme nouveau, on a des signaux faibles qui deviennent littéralement assourdissants. Donc, en fait, ça change les choses. Et ça, je réponds à la personne qui a posé cette question. En fait, quand on écoute l'exposé très pédagogique de Bernard sur ce MOOC, dans les différents camemberts, on retrouve, et évidemment, on vit dans un environnement qui est notre environnement. C'est ça que je répondrai. Est-ce que tu veux compléter? Oui, tout à fait. L'intelligence économique n'est pas imperméable à la philosophie, hein, loin s'en faut. Il ne s'agit pas de philosophie, il s'agit d'un modèle économique nouveau. Oui, c'est un modèle économique qui est adapté particulièrement, qui a toujours existé, il y a toujours eu, depuis que l'homme fabrique et vend, il y a toujours eu des intelligences économiques. Les Phéniciens venaient sur les plages, ils déposaient des cadeaux pour nouer des liens, créer des réseaux avec de futurs clients. Ils faisaient de l'influence en même temps que de l'intelligence inventive. Je dirais que ici, nous n'inventons rien. Nous rassemblons des compétences et des savoirs qui existent déjà, mais qui, du fait qu'ils travaillaient séparément, travaillaient inefficacement. L'intelligence économique, c'est faire en sorte que ce qui était dilué, ce qui ne se parlait pas, s'écoute, communique. Voilà, c'est ça. Les 5 piliers, finalement, l'intelligence économique, c'est la capacité à faire travailler ensemble les 5 piliers que nous avons commentés tout à l'heure. Bien, alors merci beaucoup Bernard. On a une question de la salle. Alors vas-y. Oui, alors justement à propos des gens qui font l'entreprise, c'est important évidemment de plus en plus parce que c'est une baisse. Mais à propos du risque, on a parlé de la sécurité, de la défense, de la protection, etc., des anticipations du risque. Alors la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que l'approche que vous avez, est-ce que ça ne risque pas dans l'entreprise de valoriser le craintif et d'après le moral de l'optimisme? Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas besoin de gens qui prennent des risques dans l'industrie, qui disent je vais fabriquer quelque chose avec des semi-conducteurs que je vais commander en Chine? Est-ce que, voilà, est-ce que je veux dire? Alors, pour nous, à ISF, l'intelligence des risques, c'est synonyme de prise de risque. C'est synonyme de prise de risque, et un risque découvert peut être une opportunité. Et puis, le risque d'un partenaire peut amener mon entreprise à le rassurer. Le risque des autres est quelque part un vecteur d'influence pour moi, parce que moi, j'ai des ingénieurs chez moi qui vont pouvoir dire à l'autre, mais non, votre risque, il n'est pas si grand que ça, et puis on peut trouver une solution, on peut trouver un arrangement. Il n'est jamais inutile de s'intéresser aux risques que l'on court soi-même, mais jamais inutile de s'intéresser aux risques que courent les autres. Un fournisseur, un client court des risques, eh bien, je peux l'aider et je peux obtenir un certain nombre de choses en lui transmettant mon savoir ou mon savoir-faire. Je peux faire remonter aussi à l'État, aux administrations dans le territoire où je suis, la perception de certains risques en échange de leurs conseils. Puisque nous avons, grâce à Bercy, le CICE, nous avons une structure d'intelligence économique, eh bien, entamons un dialogue avec cette structure qui soit un échange de risques, d'opportunités. Je peux, par exemple, favoriser un bassin d'emploi en déshérence en disant vous ne pouvez plus vendre vos machines ou vos ustensiles en Russie ou en Ukraine pour des raisons évidentes, mais moi, je sais que vous pouvez le faire au Brésil ou en Équateur, parce que j'ai eu une information. Quand nous avons lancé avec Alain Juillet la politique publique d'intelligence économique, les Allemands
nous ont dit, mais vous, Français, c'est très curieux, il vous faut des décrets, des coups de tampon, des lois, des rapports pour faire de l'intelligence économique. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Ça fonctionne naturellement parce que chez nous, c'est une culture. C'est la culture hanséatique. L'Allemagne est un archipel linguistique qui, depuis l'Antiquité, s'étend des bords du Rhin jusqu'à l'Oural. Et c'est un pays où un banquier peut passer des informations à un industriel qui, lui, va les transmettre à une municipalité, laquelle va bénéficier, par exemple, d'informations venant d'Afrique de la part d'une église luthérienne allemande implantée en Namibie. Cette rapidité, ce schéma nous perturbe, nous, Français, logiciens et cartésiens. Parce qu'il n'y a pas chez nos entreprises, chez nos acteurs économiques, une solidarité spontanée, patriotique, avec des Français qui sont en difficulté chez nous ou à l'autre bout du monde. Donc, nous disaient ces Allemands, eh bien, nous faisons de l'intelligence économique exactement de la même manière que vous, mais on n'a pas besoin d'avoir d'administration, d'avoir de décret, ce qui était tout à fait recevable, bien entendu. Philippe Clerc, qui est là, connaît bien aussi les Suédois et les pays scandinaves, qui s'inspirent exactement du même côté délié dans les relations entre pouvoir public et entreprise. Alors, j'ai une autre question de Claude Foulon sur le chat. Il écrit « Je retiens, libérons la parole dans l'entreprise et sans sanction. Est-ce possible ?» Le problème est là. Et je reconnais bien Claude Foulon, mais c'est vrai, parce que avec votre système de MOOC, vous faites appel à tout le monde. Quelle est la liberté des cadres et des… Voilà. Alors, c'est pas simplement que ce soit possible, c'est urgent. Oui. Et c'est urgent par les temps qui courent. Et il ne faut pas… Alors évidemment, il peut y avoir des réticences qui sont dues à des conceptions personnelles, managériales, qui font que on ne diffuse pas l'information, on n'aime pas ce genre de rencontres. Eh bien, il faut de la persuasion, il faut un management de l'intelligence économique qui dépend du patron. Le patron de l'intelligence économique, c'est le patron de l'entreprise. Comme le patron de l'intelligence économique nationale, c'est le président de la République. C'est lui le chef. Alors, ça peut se déléguer. Il peut y avoir, évidemment, des systèmes internes, mais le responsable sommital, c'est le patron dans les deux cas. Alors, il faut que tout le monde comprenne qu'il est de l'intérêt de tout le monde d'échanger, d'écouter. Et ça c'est un travail. C'est un travail d'animation qui demande du sang-froid, parce qu'on va se heurter à des sensibilités, à des histoires personnelles qui sont tout à fait respectables, qu'il faudra comprendre, deviner à demi-mot. Il faudra faire de la diplomatie. L'intelligence économique, dans ce sens-là, c'est une forme d'humanisme, parce que l'entreprise, elle n'est composée que d'hommes et de femmes, et c'est ça le plus important. Hein. Et pour revenir à nos philosophes, comme disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, l'homme est la femme. Donc, c'est là le nœud du problème, c'est ce qui se passe dans les têtes et dans les cœurs. Mais je t'interromps, mon cher Bernard, pour te dire que je reconnais là ton idéalisme et ta passion, bien entendu, mais je reviens à la question qui a été posée par Claude Foulon. C'est le problème de la sanction. C'est-à-dire que dans le système, quand même, le cadre, l'ingénieur, de préférence dans notre cercle, va demander l'autorisation à son entreprise pour venir… Non, on ne sanctionne pas. La sanction viendra d'elle-même parce que ceux qui se mettent en retrait ou qui ne veulent pas participer vont se retrouver petit à petit marginalisés. Le chef d'entreprise n'a pas besoin de prendre une sanction. Ceux qui ont cette attitude de défiance vis-à-vis de l'intelligence collective se retrouveront sanctionnés par eux-mêmes, tout naturellement. Hein. Donc, il faut laisser faire les choses. C'est pour ça qu'il y a effectivement de la philosophie dans le lieu. Merci. Alors, Maître, vous voulez vous présenter un mot, vous êtes… C'est Bernard, je fais du droit du travail. D'accord. Je ne sais pas si ma question est pertinente. Mais si. Je me la pose en tout cas. Les échanges créatifs que vous évoquez, ils posent en fait la question aussi plus largement du dialogue social dans l'entreprise, en fait, des échanges
Et oui, du coup, de la place, du rôle des représentants du personnel au sens large, enfin, CSE, organisation syndicale représentative de l'entreprise. Voilà. Alors, ça peut faire bouger les lignes. Tout à fait, mais question qui vient d'une expérience de terrain et juridique, et c'est pas le juriste que j'ai été qui vous le reproche. Les représentants du personnel font partie de l'intelligence économique comme tout le monde. L'intelligence économique, elle est d'abord annoncée. C'est le chef d'entreprise qui dit, à partir d'aujourd'hui, nous envisageons de mettre en place un système d'intelligence économique. Voilà comment ça va fonctionner, c'est-à-dire que chacun pourra, à proportion de ses compétences ou de ses idées, participer ou ne pas participer à ce système, qui est un système transparent, accessible à tout le monde. Et donc, bien entendu, que les représentants du personnel pourront… alors la RSE, les objectifs de la RSE, les objectifs du savoir-être, du vivre ensemble, parce que c'est ça, là, ils font partie de l'intelligence économique. Une entreprise influente est une entreprise où on se sent bien. Une entreprise qui fidélise ses cadres est une entreprise qui va détecter des risques. Je vais faire attention. Je vois passer sur mon ordinateur où j'entends une conversation qui laisse supposer un danger pour la boîte. Si je sais qu'il y a une intelligence économique et qu'on m'écoutera, je vais informer, je vais alerter. C'est le droit d'alerte, hein, qui n'a même pas besoin à ce niveau-là d'être codifié. Donc, bien entendu, la RSE fait partie des objectifs. La RSE est servie, comme les autres finalités de l'entreprise, par l'intelligence économique, absolument. Et à son tour, de faire remonter des alertes également. Parmi les risques, il y a les risques, par exemple, les risques psychosociaux. Le harcèlement, qui est absolument insupportable, c'est quelque chose qui relève de l'intelligence économique. Et comment est-ce que l'intelligence économique va contribuer à aider, à supprimer ce fléau? Eh bien, on en parle. Un risque dont on parle est un risque qui est déjà évacué à 50%. Il faut savoir nommer les risques. C'est ce que nous apprennent les antiques, les Romains et les Grecs. L'onomène, quand je donne le nom d'un dieu ou d'un daimon à une puissance obscure quelque part à la croisée d'un chemin, j'ai nommé le danger. Quand je nomme le danger, je l'ai déjà considérablement réduit et nos anciens commerçaient avec le génie local. C'était ça la religion antique. La religion antique, c'était finalement une économie du risque avec des puissances que l'on arrivait à nommer. Donc, quand on parle d'un risque en entreprise, nous sommes les héritiers de cette civilisation. Hein? Et donc, et nous avançons. Alors, c'est peut-être pas très probant dans les têtes, c'est peut-être pas évident, parce que chacun repart avec son quant à soi, chacun a son jardin intérieur. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous avez assisté à participer à une réunion d'intelligence économique, votre curiosité, votre intelligence personnelle va s'éveiller. D'ailleurs, nous sommes tous des intelligences économiques personnelles. Nous fonctionnons selon le premier schéma, parce que nous sommes capables d'inventer, d'ignorer, de nous poser une question qui n'existait pas hier dans notre tête. Nous avons nos réseaux que nous cultivons, que nous pouvons développer, que nous pouvons améliorer. Nous sommes une mémoire. Nous avons des savoirs, des savoir-faire. Si nous ne les avons pas sous la main, nous savons où aller les chercher. Et puis, nous sommes capables de réfléchir. Nous sommes capables d'analyser. Et si nous nous sentons un peu à l'étroit dans nos compétences, nous pouvons solliciter d'autres analystes. Donc, l'intelligence économique de l'entreprise, c'est exactement la même chose que nos intelligences économiques humaines, car nous sommes des systèmes d'intelligence économique biologique. Le problème, c'est que ce que nous faisons, nous, de manière inconsciente, rapide, déliée, l'entreprise, elle, a beaucoup plus de mal à le faire parce que c'est une organisation. Et quand il faut organiser, il faut pondre des notes de service, il faut faire tout un tas de choses qui sont lourdes. Mais nous sommes des intelligences économiques personnelles. Regardez le schéma, le premier, et vous vous dites, mais ça, c'est mon fonctionnement à moi. Je fonctionne comme ça, sur ce plan-là.
Bien entendu, il peut y avoir d'autres plans. Mais sur celui-ci, nous sommes des intelligences économiques parce que nous aussi, à titre personnel, nous avons peur la nuit quand nous nous garons dans un endroit sombre, nous avons des factures à régler, nous avons des scolarités d'enfants dont il faut s'occuper. Nous sommes assaillis par les mêmes problèmes, par les mêmes portions du camembert que l'entreprise dans laquelle nous sommes. Donc, c'est exactement la même chose. Là, simplement, il y a une différence d'échelle. Et qu'est-ce que fait IESF? C'est-à-dire, on réorganise à travers ces 5 piliers des choses que chaque ingénieur, que chaque scientifique fait de manière quotidienne sans en être toujours conscient. Oui, vas-y, allez-y. Non, vous vouliez réagir à nouveau? Vous avez répondu à une partie de mon interrogation et en fait, l'autre partie, je suis probablement pas assez. Mais si, vous inquiétez pas. Voilà, c'est que enfin, moi, ce que je crains, c'est que, en fait, l'organisation du code du travail est telle que le pouvoir de suggestion ou de contre-proposition, il est principalement dévolu, enfin, ça fait partie des prérogatives, soit des membres du CSE, soit des organisations syndicales dans le cadre de la négociation collective. Et du coup, ce schéma qui est implanté risque finalement peut-être de freiner un peu. Enfin, oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, tout à fait. En fait, la fluidité ou la stabilité des échanges conduits. Dans les entreprises, on a aussi ce qu'on appelle les réunions d'expression des salariés, c'est une fois par an. Et en dehors de ça, les gens peuvent s'exprimer, mais ils ne sont pas forcément impliqués. Donc, il y a un mode de fonctionnement qui correspond à des pratiques. Et donc, peut-être en fait de freiner, ou qu'il faudra peut-être prendre le point de désamorcer. Alors, c'est très judicieux. Là, vous parlez de professionnels à l'intérieur de l'entreprise qui sont professionnels d'une partie qui concerne la RSE, le droit du travail. Eh bien, vous leur dites à ces gens-là, faites votre propre intelligence économique. Une manière de les contourner, si je puis dire, c'est de les associer en leur disant, mais l'intelligence économique, elle est démultipliable. Toute division, tout secteur de l'entreprise va créer sa propre intelligence économique. Le chef d'une filiale qui se trouve à Toulouse, il dit « Oh, ben, l'intelligence économique, c'est Paris. » Mais non, c'est Paris, d'accord. Mais vous pouvez faire la même chose à Toulouse. Vous, professionnels du droit dans l'entreprise, eh bien, créez votre intelligence judiciaire. C'est ce que font les magistrats, c'est ce qu'ils tentent de faire. C'est-à-dire que chaque fonction à l'intérieur de l'entreprise est en elle-même une intelligence économique qui peut très bien s'organiser. Et qu'est-ce qui va se passer? Les intelligences économiques, juridiques ou financières ou de Toulouse vont finir par se rencontrer parce que la curiosité et l'information appellent la curiosité et l'information. Et ça va se passer de manière diluée, sans qu'il y ait besoin de faire des grandes réformes lourdes, tout simplement parce que chaque chef de division, moi j'ai vécu ça à la fois dans le privé et dans le public, chaque chef de division est jaloux de ses prérogatives, comme chaque spécialiste. Oh là là, qu'est-ce que c'est? À partir du moment où le chef d'une division, d'un secteur comprend que lui-même, il peut aussi mettre en place avec ses collaborateurs le même schéma, eh bien, il va faire de l'intelligence économique. Ce ne sera pas la peine de le forcer parce qu'au bout d'un moment, il va y prendre goût. Et inévitablement, il va parler avec les autres. Et il appartient au patron de veiller à ce que les intelligences économiques de Lyon, de Toulouse, de la partie électrolyse ou de la partie refroidissement des bétons, par exemple, eh bien, finissent par se parler. Et ça va arriver. Merci. Alors, j'ai une autre question qui est écrite dans l'introduction. Dans l'introduction, vous dites que la souveraineté économique ne s'hérite pas, elle se conquiert. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous avons pris peut-être de mauvaises habitudes en Europe en général et en France en particulier sur cette notion de souveraineté. C'est-à-dire que je me souviens, le 27 juin 2017, j'avais organisé à Sciences Po une grande réunion sur la notion de souveraineté numérique. Et j'avais ouvert le bal en disant, c'est pas la souveraineté numérique, c'est le numérique à l'assaut de la souveraineté.
Et dans le domaine de la souveraineté industrielle, c'est pareil. Quand on m'a confié la présidence du comité économie d'IESF, je précise que c'était avant le Covid, avant la crise sanitaire, j'ai dit, un des sujets qui m'intéresse le plus, c'est l'industrie française, la notion nouvelle, la nécessaire renaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a renaissance, on se met, c'est toujours ma grande idée, c'est dans le paradigme actuel. Ça veut dire qu'on va pas, c'est pas, et ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction, il faut tenir compte de la situation dans laquelle on est. Il faut tenir compte de l'attitude des États-Unis, il faut tenir compte de l'attitude de la Chine. C'est vrai qu'on a perdu du temps. On a perdu du temps, mais nous, on doit s'adapter à cet environnement. C'est ça, reconquérir sa souveraineté. Vous aviez une question? En fait, les dialogues, la richesse des dialogues et du coup la richesse de l'intelligence économique du domaine qui touche à peu près tout, me font pousser une réflexion sur finalement le potentiel de la puissance de ce MOOC, de cet outil d'enrichissement du savoir, qui est notre MOOC. Bernard Besson a fait appel aux bonnes volontés pour le peupler d'expériences, de cas concrets, etc., pour l'enrichir et pour le rendre vivant. Il vient aussi la réflexion que le fait qu'il y ait tellement de sujets connexes à l'intelligence économique, comme des sujets de toute organisation culturelle de l'entreprise, des droits, du syndical, de la RSE, etc., il y a tellement de domaines connexes que cet outil peut être aussi vu comme un agrégateur de ces autres domaines et de la façon dont ils s'interfacent avec l'intelligence économique. Donc, un appel à tous ces experts de ces autres domaines pour réfléchir à leurs liens en rapport au modèle que propose le MOOC. Je crois déjà que c'est fait pour la normalisation. Oui, il y a une tentative, enfin, il y a une normalisation en cours. D'ailleurs, dans l'intelligence économique, on utilise dans un certain nombre de portions du camembert toutes les normes qui sont à notre disposition parce que les ingénieurs et les scientifiques participent largement à un travail normatif international dont il est bon de s'inspirer. En domaine de l'intelligence économique, de l'intelligence des risques notamment, que j'ai beaucoup, sur lequel je me suis penché beaucoup avec Jean-Claude Possin, nous avons constaté la richesse incroyable, la simplicité aussi de langage de ces normes qui éclaire beaucoup d'entreprises. Notre droit français ferait bien d'en prendre parfois des leçons. Alors, puisqu'on parle de normes, je l'ai annoncé tout à l'heure, il est prévu, ça devait avoir lieu en décembre, mais pour des raisons de disponibilité, ça aura lieu en janvier. Il est prévu une autre conférence sur le thème de l'intelligence économique avec la norme ISO en présence d'un universitaire qui s'appelle Pierre Desplanches et de notre ami Philippe Clerc. Voilà, donc les normes, on y a pensé aussi. Et j'espère que tu pourras enrichir le débat. Autre question? Oui, commentaire et question. Vous nous avez parlé de camembert. Moi, j'ai vu des trèfles, ce qui nous renvoie plutôt à l'Irlande, qui marche peut-être mieux que la Normandie actuellement. Mais question, vous nous avez rappelé que les premiers travaux datent de 1994, on est en 2022. Comment expliquez-vous qu'on en soit uniquement là, et je compare par exemple à quelque chose qui est peut-être pas tout à fait comparable, mais si on prend dans le domaine de la sécurité de l'information, de la cybersécurité avec, par exemple, mais pas uniquement l'ANSSI, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est beaucoup plus connu du grand public, du public économique et du grand public, que l'intelligence économique qu'on voit apparaître de temps en temps. Donc, est-ce que vous avez une explication là-dessus? Et je termine peut-être une suggestion. Je suis pas un ingénieur, je suis comme vous un ancien Sciences Po, donc formé et déformé de façon cartésienne, rationnelle, avec des beaux plans, des belles présentations. Et des plans en deux parties, quatre sous-parties. Exactement, pas au pragmatisme du monsieur Jourdain allemand qui fait de l'intelligence économique sans le savoir. Est-ce peut-être que dans votre MOOC, il pourrait être intéressant d'ajouter aussi des sortes de cas pratiques pour pas simplement l'expérience de personnes qui ont vécu, mais d'expliquer aux gens finalement, en faisant des cas pratiques, comment ils pourraient mettre en place l'intelligence économique dans leur entité. Je dis entité parce que le public. Oui. Alors, Jean va en parler, mais nous avons des cas pratiques déjà, des ingénieurs
qui, sur certains aspects du camembert, sont venus dire des choses tout à fait concrètes, vécues. N'est-ce pas, Jean? Oui, c'est pour ça que quand on parle de participation, elle est effective. Hein. Un certain nombre d'ingénieurs qui ont accepté de venir face caméra, nous parler de sujets qui leur tenaient à cœur. Bon, parfois des gens qui avaient déjà une petite expérience en intelligence économique qui essayaient de l'appliquer, mais des choses intéressantes sur la mémoire. Bon, il y a 4 ou 5 thèmes sur lesquels ils ont été tout à fait pertinents. Et on est ravis de cette expérience. C'est pour ça que je ne saurais trop encourager d'autres bonnes volontés à venir, parce que je ne dirais pas qu'on tourne en rond, parce que je pense qu'on a une vision au sein du comité assez large, mais tout rajout d'expériences différentes, en particulier quand elle est concrète, parce qu'elle est appuyée sur des faits vécus, est riche pour nous et pour tous ceux qui profiteront de cette expérience ultérieurement. Bien, eh bien, écoutez, notre conférence a duré 2 heures. Nous allons passer au mot de remerciement, évidemment, à Bernard Besson, à Jean Gourceau, et également à IESF, parce que quand j'ai dit que j'ai créé les entretiens économiques d'IESF, et qu'il y a eu déjà, c'est la 16e conférence, je dois dire qu'à IESF, je suis très bien appuyé, très bien encouragé, et ça me fait très plaisir. Donc, je remercie Marc Rumeau, qui est notre nouveau président. Je remercie Jacques Bongrand, qui est présent aussi, qui coordonne les comités, et également Jean d'Ambreville, qui est le délégué général. Voilà. Bon, je dois remercier également, il arrive tout de suite, là, à l'instant, Vincent Beivert et son assistante, ici présente, qui s'appelle Marie-Jeanna Glissic, et qui est stagiaire alternante dans une école de communication. Bon, parce que sans eux, techniquement, aujourd'hui, on n'aurait pas réussi. Alors, bravo, merci beaucoup. Plus la suite, parce que avec UNIT, ça a été dit par Jean, la mise en place du MOOC, sa faisabilité et les ateliers derrière, c'est grâce à UNIT que ça se fera. Voilà. Donc, et puis aussi, je remercie les nombreux participants dans la salle et la centaine de personnes qui nous a écoutés en ligne. Donc, ce n'est qu'une étape, et vive l'intelligence économique.